Donc, on va parler des formules de la sexuation. Vous intervenez pour rajouter des éléments. Moi, j'ai trouvé des choses dans encore. Alors, sur deux phrases qui sont des phrases extrêmes, des phrases très provocatrices au sens fort du terme, c'est-à-dire de faire qu'on parle. Ça provoque. Parce que dire il n'y a pas de rapport sexuel alors que des milliards d'individus baisent, que la femme n'existe pas alors que la moitié de l'humanité sont des femmes, c'est des gageures assez intéressantes à relever. Alors, on va avancer progressivement. Alors, sur cette histoire de rapport sexuel, bon, je répète des choses, mais des fois pas. Donc moi je le prends sous l'aspect de la polysémie du terme rapport. Rapport, c'est un terme très polysémique en français, il y a 4 ou 5 sens différents. Et il y a le pendant en anglais qui est le terme yield, Y-I-E-L-D, qui a aussi à peu près les mêmes orientations sémantiques en fait. On peut dire qu'un champ où il y a beaucoup de blé, un champ qui rapporte. Le rendement d'un champ, ça va se dire aussi yield en anglais par exemple. Alors, je crois que Lacan, quand il en parle, il l'emploie au sens, enfin c'est comme ça que je l'entends, donc au sens quasiment arithmétique, en disant qu'on ne peut pas mettre en rapport, c'est-à-dire superposer. Hein. Si j'ai deux règles qui sont comme ça, pour les mettre si elles ont exactement la même longueur, je vais dire que je peux les mettre en rapport. D'accord ? Donc là, qu'en est-il dans cette histoire de non-rapport sexuel, tel que j'entends, c'est à partir de la chose suivante, de dire de quoi il s'agit. Premièrement, si j'ai une barre qui est de longueur 2, par exemple, qui mesure de 0 à 2, et puis j'ai ici le milieu à 1, et que je veux la couper en deux, eh bien, si je la coupe au niveau formellement, je ne peux pas couper sur il faut que je décide où se trouve le 1. C'est-à-dire, ou bien je vais avoir donc quelque chose qui va aller de 0 à 1, comme ça, et puis qui ensuite va avoir 1 plus epsilon jusqu'à 2. Là, il va manquer un petit quelque chose. Hein, on sait, vous savez ça, je le répète, ça peut. Voilà. Donc, dès l'instant où on considère qu'il y a, en fait, si je supprime ce 1, eh bien, et que j'essaye de les mettre en rapport, je vais avoir quelque chose qui va aller de 0 à 0,999 autant qu'on veut. L'autre, il va aller de 1,00001 à 2. Et en fait, il y a le 1 qui manque. Comme dit Lacan, il y a de l'un. Il y a de l'un qui vient ici combler et qu'on doit décider de quel côté on le met. Hein, par définition ou par convention, Lacan appelle ce côté-là le côté mâle, ou homme ou masculin, et ce côté-là le côté féminin ou femelle, enfin, ou femme.
Alors, maintenant, les choses se compliquent légèrement parce que là, Lacan nous dit que ça se figure pas comme ça la relation homme-femme. Il dit la relation homme-femme ou mâle-femelle, elle se présente de la façon suivante, avec un segment, si je reprends toujours l'idée de 0 à 2, un segment qui va de 0 à 1 et une autre partie qui va de 1 plus epsilon et qui n'a pas de fermeture non plus, qui n'arrive pas à 2, qui arrive à 1.9999. En mathématiques, ça s'appelle un segment, ou un bon, le terme m'échappe, et ça c'est un ouvert, ou un fermé. Oui, Voilà. oui. Alors ça peut être semi-ouvert, comme ici c'est semi-ouvert, et là c'est ouvert des deux bouts. Ça se note comme ça, le segment 0,1 il va se noter comme ça. Et le segment 1 plus epsilon, il va se noter comme ça, 1, et puis et 2. On peut mettre 2 à condition effectivement de dire que c'est ouvert, c'est-à-dire que la borne est exclue. Donc Lacan nous dit, ceci figure le côté mâle, et ceci figure le côté femelle. D'accord. Alors, après, maintenant... Ça, c'est ce qu'il explique dans Encore, ça. Voilà. Tel quel, non. Je sais pas. Probablement. Dans Encore, mais dans Encore, il parle surtout de... Peut-être qu'il mentionne ça, je ne suis pas tombé dessus pour l'instant. Je ne me rappelle pas où je l'ai trouvé. Hein. Dans Encore, il développe ça surtout. On va retrouver ce qu'on a là. L'histoire de la coupure sur oui, je suppose que c'est là où il en parle. Mais... Voilà. Il développe ce graphique. Alors, sur ce graphique... Alors, je ne vais pas noter, on va le mettre en rouge, comme ça. Donc, ici... on a le côté mâle et ici on a le côté femelle. Alors, un point, pour commencer, un point extrêmement important, vous le savez, mais c'est pour les gens qui peuvent écouter ça, c'est que quand on parle de femmes ou hommes, eh bien, ce sont il s'agit de signifiants. Hein. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du premier chiffre qu'il y a dans le numéro de sécurité sociale. Hein. Ce sont des fonctions, ce sont des signifiants, et qui vont occuper telle ou telle fonction. Qui après seront incarnés par tel ou tel humain, suivant les circonstances et les moments. Donc, déjà un premier point, tel que je l'utilise, il n'y a pas de rapport sexuel, je l'utilise de cette façon-là, c'est-à-dire de dire qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre, on va dire. Hein? Alors, maintenant, on va essayer de décrire ce qu'il y a dans ce schéma. Alors, on a un quantificateur existentiel ou
ne sais plus comment ça s'appelle l'autre. Universel. Universel, merci. Et ici, on a une fonction. La fonction phi de x que Lacan appelle la fonction phallique. La fonction de jouissance phallique, en fait. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est, si on va d'abord s'intéresser à cette partie-là, puis on va voir éventuellement comment ça se situe par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, en partie par rapport à ce qu'on disait sur la logique d'Aristote. Alors, ce qui est le plus simple et le plus immédiat, c'est cette formule-là. Tout x est tel que phi de x, ce qui, en français, signifie que tout sujet, tout homme, parce que là on est du côté mâle, tout homme est sujet à la jouissance phallique. C'est-à-dire, alors jouissance phallique, en l'occurrence, ça ne veut pas dire toute puissance. Hein. Jouissance phallique, tel que je l'entends là, ça veut dire qu'il y a une éventualité de castration. Hein. C'est sujet de la castration. Hein. C'est-à-dire que... Et alors, voilà. Hein, jouissance phallique, c'est pas une jouissance totale, inconditionnelle. C'est que justement, au contraire, elle est conditionnée par le fait que ça peut rater. Alors, maintenant, comment est-ce que ça peut être compatible de dire tous les x sont sujets, sont à même d'être dans la jouissance phallique, donc sujet de la castration, disons, ce qui est un peu synonyme, et de dire en même temps qu'il existe un x qui n'est pas sujet de la castration, qui n'est pas dans la jouissance phallique. Comment est-ce que c'est possible? Alors, ce qu'on dit habituellement, c'est que là, il s'agit en fait de la fonction paternelle ou de la fonction de l'ancêtre, donc qui n'était pas sujet de la castration. Moi, j'y vois une autre... enfin, oui, ça c'est assez explicatif et évident. Ce que j'y vois également, c'est tout simplement le fait que si pour le mâle, il éprouve le besoin enfin, il est tiré vers, en tant que mâle, je suis sujet de la castration, c'est bien que la castration, elle existe. Donc c'est qu'il faut imaginer qu'elle puisse ne pas être là. Donc une condition de pour tout x phi de x, c'est qu'il pourrait exister, ou il a existé, parce que la fonction phallique, comme toute fonction, elle ne fonctionne que par différence. Donc elle va fonctionner par rapport à ce qui n'est pas. Hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas sujet de la castration, c'est-à-dire ce qui échappe à la castration, en quelque sorte. Et donc, comme il ne s'agit pas comme ça vient à l'encontre du présent du sujet, c'est plus logique de dire c'est le père, c'est l'ancêtre, c'est au nom de la possibilité de la castration que je dis que moi, en tant qu'homme, je suis sujet de la castration. Parce que sinon, il n'y aurait pas lieu de mettre en avant cette différence. C'est le père mort. Voilà, c'est le père mort. C'est pas le père du sujet. Non, c'est Parce que le père du sujet, lui aussi, oui, voilà, c'est celui qui peut dire qu'il y a de la castration parce que justement, je dis que je suis sujet de la jouissance. Donc c'est que forcément, ça pourrait ne pas être là, si c'est là. Sinon, je ne verrais pas. Sinon, ce signifiant n'aurait pas émergé. Si ce signifiant a émergé, c'est qu'il y a la différence avec celui qui est opposé. C'est le père mythique, le père de la mort. Par exemple, oui. Par exemple, oui. Le père tué. Le père tué. Et incorporé.
Oui, mais justement, qu'est-ce qui est incorporé? C'est effectivement le fait que si je suis au troisième étage et que je me penche et que je tombe, je risque de me tuer. C'est bien que la castration, elle est potentiellement là. C'est pas du principe du plaisir à tout va, sans limite. Il y a une limite. Ça, ceci imprime une limite à la jouissance. Hein, voilà. Bon, donc on verra après cette partie-là. Voyons ce qu'il en est du côté femelle, du côté femme. Alors là, il y a deux autres équations. Alors, d'une part, les femmes sont sujettes de la castration au même titre que les hommes. Et finalement, c'est ça qui est écrit en haut. Finalement, elle est en position de dire il n'existe pas d'échappatoire à la castration. Il n'existe pas du non phi de x. Il n'existe pas d'échappatoire à la jouissance phallique. Alors, on peut remarquer qu'il semblerait qu'il y ait comme une similitude entre ces deux phrases. Parce que si je dis tout x est phi de x, eh bien, c'est pareil de dire qu'il n'existe pas de x qui ne soit pas phi de x. Alors, c'est là où c'est intéressant de revenir sur la logique d'Aristote. Pourquoi, dans quel cas, on va dire que c'est équivalent? C'est équivalent effectivement dans la logique d'Aristote. Pourquoi? Parce que dans la logique d'Aristote, lorsque on met un quantificateur universel, on ne peut mettre un quantificateur universel qu'à condition que les instantiations des objets existent. Je ne peux pas parler, dans la logique d'Aristote, je ne peux pas parler des licornes, par exemple. Hein, ou des... alors, je vais développer ça, mais je vais plutôt le développer dans l'autre cas. Ce sera plus facile à développer, mais vous allez voir que c'est la même chose. Alors, maintenant, que c'est la femme? La femme, elle sait par contre qu'elle n'est pas intégralement prise dans cette dimension de jouissance phallique. Il y a un en plus. Et cet en plus figurait par qu'il y a elle est habitée par un pas tout x un pas tout x qui est que c'est pas tout x qui est sujet de la castration, qu'il y a une partie vue d'en haut, elle est équivalente à la jouissance mâle, mais on va voir qu'est-ce qu'il en est du passage du quantificateur universel au quantificateur existentiel. Mais à ceci près, ce sont deux propositions équivalentes mathématiquement. Hein. Celle-ci, finalement, on voit que ça redit aussi un peu la même chose que ce qu'il y a ici. Puisque si je dis pas tout x est phi de x, si je fais l'hypothèse qu'il y en a qui existent, eh bien, on peut dire qu'il existe x tel que non phi de x. Hein? D'accord? Oui. Bon. Alors, voilà. Donc là, il y a quelque chose d'en plus qui est hors castration.
Alors maintenant, pour dire un mot de plus sur l'échange de ces quantificateurs, dans notre logique post-aristotélicienne, je peux très bien dire, pas toutes les licornes ont une robe noire. Il y en a qui ont une robe blanche. Je peux dire ça. Pas toutes, mais au niveau de il existe, je ne peux pas dire il existe des licornes qui ont une robe noire. Hein? Au niveau Aristote, c'est équivalent. Puisque dès l'instant où on utilise un quantificateur, on peut l'échanger avec l'autre. Donc là, c'est la même chose, et c'est là où c'est intéressant d'ailleurs de retrouver la position féminine, c'est que l'homme dit tout x phi de x, tout x est sujet de la castration. La femme dit un tout petit peu autre chose, elle dit il n'existe pas de sujet qui soit hors castration. C'est pas tout à fait la même. Au niveau nuance, c'est pas la même chose. Alors que logiquement, si on se place, notamment, je répète, dans la logique aristotélicienne, ce sont des énoncés équivalents mathématiquement. Par contre, c'est pas du tout pareil de dire tous les sujets sont sujets de la castration, ou de dire il n'existe pas de sujet qui soit hors castration. Et c'est vrai que ça renvoie à quelque chose qu'on pourrait appeler sensibilité féminine. Et alors, c'est là où on retrouve un peu la question de la logique intuitionniste, qui dit qu'une double négation, il n'y a pas de sujet qui ne soit pas soumis à la castration, ce n'est pas équivalent à tout sujet est soumis à la castration. Voilà, absolument. La double négation n'est pas équivalente à l'affirmation. Absolument. Alors il y a les deux aspects. Il y a le fait de la double négation et le fait que on fait l'hypothèse de l'existence en plus par rapport au quantificateur universel qui ne fait pas. Je l'avais dessiné l'autre fois. On l'a ici, c'est-à-dire ici on est dans les quantificateurs universels, on décrit un monde en intention, soit où tous les S sont P sont tels que P, ou tous les S sont tels que non P, on voit ici les diagrammes, et par contre ici, on est dans le domaine de l'existence, on est dans un monde en extension. Alors, avant d'aller plus loin, on peut regarder un peu en quoi ça ressemble, qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui différencie. Alors, si on se cale sur l'hypothèse aristotélicienne, donc on va voir que tout x phi de x, où il n'existe pas x tel que non phi de x, se situe ici. Quand je dis tous les S sont P, tous les X sont phi de X. D'accord? Si je dis, et là, puisque tous les S sont là, je vois bien qu'il n'existe pas de S qui ne soit pas P. C'est bien cohérent. Et alors, ce qui vient en contradiction avec celui-ci, où ici il existe S tel que non P, c'est ce qu'on a ici, il existe X tel que non phi de X, n'est-ce pas, qui se retrouve du coup équivalent à, dans l'hypothèse aristotélicienne, à pas tous les S sont P.
Donc c'est bien équivalent, à ceci près que nous on fait les post-aristotéliciens ont fait un pas de plus en disant on a le droit, on ne peut pas mélanger le monde en intention et en extension. On peut décrire un monde en intention et qui n'a aucune existence extensionnelle, on va dire. Hein. Il n'y a pas d'instance. C'est un monde vide. Avec Aristote, on ne peut pas parler d'un monde vide, si j'ai bien compris. Alors, maintenant, ceci étant... alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle de l'autre, quand on parle du grand autre? Voilà, une petite phrase, là, je dis au fur et à mesure ce que j'ai noté. La femme se définit d'une position du patou à l'endroit de la jouissance phallique. Et alors ça dit quoi? Ça dit un truc tout à fait fantastique. Si on le dit autrement, ça dit que la femme n'est pas toute comme sujet sexué. Alors, oui, là je vais un peu vite. Oui, voilà. Ceci sert de démonstration, si on peut dire, à ce que dit Lacan, à savoir que l'autre petite phrase qui était là, voilà, je dis quand même la finalité. La femme n'existe pas. C'est ça qui est en question. Pourquoi est-ce que ça dit la femme n'existe pas alors que les femmes existent? Eh bien, c'est ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit ici parce que elle est à la même enseigne que les hommes, mais il y a une dimension non sexuée qui est hors castration. Notamment, un exemple qui me paraît assez parlant pour tout le monde, c'est la position de la mère. La mère, quand elle nourrit quand elle éduque et nourrit son enfant, elle a une jouissance, elle jouit, hein, elle est heureuse, l'enfant est heureux, mais on est hors du sexuel. Même si l'enfant tète le sein, c'est considéré comme hors castration. C'est de l'en plus. Alors, c'est ce qui fait que Lacan note la barré. Hein, il le note comme ça. Alors après, comment s'organise cette affaire avec cette affaire? D'abord, ça pose la question de l'autre. Qu'est-ce que pour le mâle l'autre et qu'est-ce que pour la femelle l'autre? Eh bien, Lacan nous dit très clairement, l'autre c'est l'autre sexe. Il dit aussi dans un autre séminaire, c'est mon symptôme. Mon symptôme, c'est l'autre sexe. Ouais. Mais je veux revenir un instant sur la barrée. Alors, pour moi, la barrée, c'est un rapport avec la fonction en haut à droite. Il n'existe pas d'x qui nie phi de x. Mais en dessous, c'est plus du la barrée, ça c'est les femmes. Hein, c'est une femme. Une femme existe. Les femmes existent, mais pas la femme. Il n'y a pas de catégorie, c'est ça? Je sais pas. Il n'y a pas de catégorie au sens où il y aurait une catégorie côté homme du fait de l'exception oui. de cet être. Oui, d'accord. Dans ce sens-là. Oui, d'accord.
parce qu'il n'a jamais dit les femmes n'existent pas. Ah oui, oui, c'est la là, femme. bien sûr, C'est pas oui, une femme oui. n'existe pas. Oui, C'est oui, bien bien sûr, non, ce sont les ouais. femmes. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité, elles existent, bien sûr. Mais quand un sujet est confronté à une femme, et notamment si c'est ma mère, eh bien, elle m'a nourri, elle m'a élevé, et donc elle a fait une action qui était hors castration. Hein, et l'exemple que je donne et qui doit sûrement malheureusement exister, c'est une maison s'effondre dans une bombe, une mère ne va pas déposer son enfant et va pas le laisser pour partir, elle va le garder dans ses bras, quitte à elle mourir en même temps que l'enfant. Hein, je veux dire, c'est bien quelque chose qui est hors castration. L'immeuble, la maison est en train de se tomber. Hein, elle ne va pas le lâcher, elle va pas le déposer pour se barrer. Et l'homme non plus. L'homme, il sera en position féminine. Hein, il est père, il a son enfant dans les bras, il ne va pas le déposer pour courir en laissant son enfant mourir. Il va le prendre, il va le garder parce qu'il occupe la position féminine. C'est bien cette dimension orchestration. Mais alors, bien entendu, la mère jouit. Mais justement, du coup, elle en sait quelque chose de la jouissance. Il y a un savoir de la jouissance, orchestration, qui pourra être utilisé dans la rencontre sexuelle. Puisque quand même, classiquement, hein, ce qu'on dit, c'est faire l'amour, c'est faire du 1 avec du 2, quoi. Hein, c'est faire la bête à deux dos. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui va, à un moment, pendant cette rencontre, qui va échapper à la castration. Alors, quelles sont les conditions qui font que ça échappe à la castration ? C'est que depuis cette position féminine de la barrée, eh bien, elle reconnaît qu'il y a chez l'homme de la possession du phallus. Et cette position très particulière lui permet d'incarner le phallus manquant à l'homme. Et ce qui permet la rencontre sexuelle. On va dire hors Viagra. C'est-à-dire que c'est en ça d'ailleurs que le Viagra et autres produits du même genre ont modifié aussi le rapport homme-femme, parce que ça permet à l'homme d'être dans une jouissance phallique qui ne dépend pas de l'acceptation par la femme d'incarner le phallus manquant. C'est-à-dire qu'il prend un médicament à la place de la femme, quoi. Mais là, la rencontre amoureuse, c'est chacun est le phallus de l'autre. Oui, bien sûr, mais sauf que justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a affaire qu'à des signifiants. C'est celui qui fait signifiant homme, celui qui fait signifiant femme. On peut appeler ça A ou B, ou X ou Y, c'est pas... Il y a aussi une dialectique entre l'avoir et l'être. Hein. Oui. L'homme l'a, mais ne l'est pas pour une femme. Une femme ne l'a pas, mais elle l'est pour l'homme. Voilà. Mais la condition pour que l'homme l'ait, c'est à condition qu'il lui soit donné par la femme, on va dire. Elle veut bien incarner ce phallus, puisque le phallus, lui, étant en position négative dans l'imaginaire. Alors, qu'est-ce qui rend cela possible ?
eh bien, c'est ce qui part de la position subjective de l'homme, qui, toujours fonction, hein, la fonction masculine va avoir avec un objet qui va être son objet fantasmatique. C'est à travers donc ce passage, cette rencontre entre sujet et objet, par le biais du fantasme, que s'articule cette position féminine du labaré qui accepte de permettre à l'homme d'avoir le phallus parce qu'elle accepte de l'être. Alors, qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir, on va dire? Eh bien, c'est que c'est vraiment que c'est du côté féminin qu'il y a le savoir enfin le savoir, oui, peut-être un savoir tout à fait inconscient, qu'il y a du manque dans l'autre. À savoir que dans ce jeu de signifiants, eh bien, il y a un ouvert au bout, quoi. Je l'appelais ici S de grand A barré. Ici, on a le phi, ou le grand phi, on va mettre même. Ici, on a le grand phi, n'est-ce pas? Et ici, on a le S de grand A barré, mais qui manque, qui est en ouvert. Alors, bien sûr, on trouve ça dans toute la poésie, dans tous les romans, romantisme. J'entendais, on parlait il y a quelques jours à la radio de Nadia de Breton. C'est tout à fait la dialectique de Breton avec Nadia, où il la met en position de vérité. C'est pathétique, hein, ce roman. Enfin, ce roman, oui, c'est une histoire vraie en plus, hein, où il la met tellement en position de vérité et d'en savoir quelque chose sur le S de grand A barré qu'il la laisse s'effondrer et qu'il la laisse finir sa vie en hôpital psychiatrique alors qu'il était médecin. Il la regarde comme un objet fabuleux, quoi. Comme un objet fabuleux détenteur de la vérité absolue. Et du coup, elle est insaisissable, quoi. Il ne peut pas la saisir. Alors, donc ces points de jouissance, on va les retrouver ici, hein. On va les retrouver dans le diagramme habituel RSI, hein. Ce côté mâle, on va le retrouver dans la jonction entre réel et symbolique, hein. Avec en plus, on parlait là de ce petit réel supplémentaire qu'on peut appeler le Viagra, hein, qui va fortifier ce mode de jouissance phallique indépendamment de l'autre. C'est aussi une façon de gommer cette dimension. Mais ici, entre symbolique et réel, c'est là où s'articule la jouissance phallique. La bandaison, elle n'est pas qu'imaginaire, hein, elle doit s'incarner dans l'organe. Par contre, cette jouissance, oui, alors, donc pour l'homme, effectivement, oui, pour la partie mâle, eh bien, l'autre, c'est l'autre sexe, hein. C'est donc bien vu de ce côté-là
jouissance phallique, eh bien, s'articule avec l'autre sexe, avec le grand A de l'autre sexe. Et donc là, on a toute la structure symbolique qui apparaît, de relation entre ce signifiant maître, finalement, hein, et le manque dans le symbolique. Et que là on est dans le monde de l'autre. Et donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Vous voyez, finalement, entre S et A, ce fantasme se construit quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Et c'est cette rencontre-là qui alimente, on va dire, la jouissance autre, la jouissance féminine, qui du coup va se situer entre le réel et l'imaginaire. Alors, là, je comprends pas bien. Le S barré poinçon petit a, c'est aussi côté masculin. Oui. Tu veux dire si je choisis un objet comme celui-là, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Attends, précise ta pensée. Enfin, c'était pour reprendre tes termes là, que du côté féminin serait en action, le fantasme, enfin, ça serait l'imaginaire, la jouissance autre de l'autre. Oui. Mais le masculin aussi, dans cette jouissance imaginaire. Non. Ah oui, mais elle se situe du côté de la jouissance phallique. Justement, c'est là la grosse différence. C'est que on me citait aujourd'hui, je vais pas retrouver exactement, deux modes d'écriture. Oui, on parlait oui, c'est ça, de Sartre, l'écriture de Sartre et l'écriture de une femme, bon, son nom m'échappe, qui a énormément écrit. Et tu parles de Beauvoir? non, pas sa femme, non. Duras? Comment? Duras? Voilà, Duras, merci. Ouais. Disons que la fin de la discussion, c'était que finalement, Sartre, depuis sa position d'intellectuel, analyse sa pensée et fonctionne dans une jouissance mâle, on va dire, hein, où il articule, hein, il déroule sa pensée, hein, et Duras disait que justement, je crois qu'on lui demandait de comparer son écriture à celle de Sartre, hein, il me semble, hein, et disant que mais non, moi je fais le contraire, moi je ne sais pas ce que j'écris. J'écris et puis je vois ce que ça produit. Elle se mettait donc dans une position de jouissance féminine. Elle ne connaît pas l'histoire à l'avance. Oui, la personne me notait que effectivement il y a des écrivains qui font des plans complets avec mais il y en a d'autres. Il semblerait Duras. Elle écrit, elle ne sait pas ce qu'elle écrit. C'est des choses qui lui viennent et que les personnages se construisent comme ça. N'empêche que ces romans sont quand même très bien arrangés, quoi. Ah bah oui, mais justement, peut-être parce qu'elle a un inconscient qui est bien arrangé. Mais enfin, si cette histoire est vraie, hein, si cette histoire est vraie, c'est qu'elle dit que elle écrit au fil de l'eau. Ça parlerait de la créativité côté féminin. Voilà, c'est ça. L'opposition, alors ça peut être des femmes qui sont phalliques et puis des hommes qui sont féminins, mais si on parle en termes de fonction, c'est le mode de créativité masculine ou le mode de créativité féminine.
Alors, elle avait une interview là, avec le mec qui présentait les livres, je dis son nom là, Qui présentait quoi? qui présentait des livres là. Pivot. Pivot. Donc elle était que qu'elle. Ah ben je Pivot. crois qu'il me parlait de cette interview-là. c'est Et peut-être ça. à un moment, elle dit, alors c'est pas en rapport avec ce que tu dis, mais je me souviens de ça, elle est sur la crête des mots. Voilà. C'est là, je n'ai pas entendu. Sur Elle la est sur la crête. crête des mots. Oui. Je crois que c'est des bons exemples pour dépeindre les deux modes de jouissance. Hein. Ouais. Elle racontait une anecdote justement sur une histoire qu'elle avait commencé à écrire et où Yann Andrea lui disait pourquoi elle avait arrêté. Et elle disait mais l'histoire est finie. Ça n'a jamais été publié parce que c'était un bout d'histoire. Ouais. Et lui regrettait que ça se poursuive pas, mais c'est fini. C'est fini, ouais. Et c'est aussi peut-être pour ça que la femme est capable de dépasser les bornes. Voilà, oui. Bah oui, Donc, parce et que au justement, sens de- oui, exactement. Et il n'y a pas cet espace borné, segmentaire. Ouais. Moi, j'avais été marqué aussi par un de ces derniers romans, je ne sais plus le nom de ce roman-là, enfin, où les personnages n'ont pas de nom, c'est il et elle. Et la jouissance, alors Celui-là, ouais. Là, c'est pas propre à un sexe en particulier. c'est-à-dire que si on continue sur ce qu'on disait sur le roman, le lecteur il va attraper quelque chose qui est entre le symbolique de ce qui est écrit et son imaginaire et un certain réel. Et donc, et ce qui va l'intéresser, c'est le sens. C'est le sens de l'histoire. Et que ce soit Sartre ou Duras, il y a du sens. Il n'est pas obtenu par le même côté, mais s'il y a le nœud borroméen, et puis un autre exemple de sens, hein, c'est la maman qui sourit à son fils qui pleure parce qu'il a mal au ventre, parce qu'il a bu un peu trop de lait et qu'elle lui dit mais c'est rien mon chéri, elle lui fait de la langue, hein, qui l'apaise et elle lui amène du sens. Et le sens il va s'exprimer dans la langue. Alors ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu dans ces quelques chapitres là de ces leçons là, c'est que justement, il me semble qu'il insiste bien sur le fait que précisément c'est du côté féminin qu'il y a un savoir qu'il y a un savoir du S de grand tabaret, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans le symbolique. Et quand on prend l'exemple effectivement des gamins qui arrivent à agacer leur père en lui demandant dans le jeu des pourquoi, hein, peut-être que ça va agacer plus un père qu'une mère. Hein, parce que c'est plus dans la structure féminine de faire tout le temps avec ce savoir. Hein, ne serait-ce que si on reprend l'exemple du petit bébé, une fois que tu as essayé de rassurer comme quoi le bobo au ventre, ça va passer dans un moment, qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'es renvoyé sans arrêt au manque, au S de grand tabaret, avec du texte. Ah oui, mais je peux rien faire de plus, hein, faut attendre que ça passe, hein, c'est une colique, hein, oui, voilà. Une espèce de savoir-faire, de savoir. Quoi, du côté de la femme. De la femme, là. Oui, à la limite, tout le monde le sait.
Mais ça emmerde plus les hommes que les femmes. C'est l'histoire de des proches qui disaient le névrosé, il sait très bien que 2 plus 2. 2 plus 2, ça fait pas 6, ça fait pas 5, mais ça l'agace énormément. Bon. Tu peux dire quelques mots sur la femme, la mère hors castration? Ah oui, 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 bien sûr, c'est fondamental. Est-ce que tu sens Ben, dire ouais, la mère hors castration, moi je la vois ici. Hein. Il existe. Pardon, excusez-moi. Je la vois ici. C'est pas tout X qui est fille de X. Mais en plus, quand j'ai un enfant, eh ben, non, il existe en plus. On est aussi dans l'existence également. C'est-à-dire que où est-ce que c'était? J'étais dans un café assez sympa, assez cool, il y a une semaine. Et puis, tranquillement, dans un coin, il y avait une femme qui allaitait son enfant. Bien entendu, elle ne se mettrait pas dans la rue pour montrer ses seins aux passants. Sauf si c'est les fémènes, enfin là, ça rentre dans un cadre politique particulier. Mais habituellement, il n'y a pas lieu. Parce qu'on sait que ça serait sexuel. Par contre, d'allaiter son enfant, c'est hors castration. Alors, sauf si on est aux États-Unis où il faut cacher ça. Enfin bon, ils remettent du sexuel partout. Hein, on les connaît bien, hein, ces gens. Mais les gens normaux, on va dire, eh bien, allaiter son enfant, bah, c'est hors castration. Il y avait la chanson de Brassens, quand Margot donnait la bouboute à son chat, Voilà, tous les gars. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'était un chat, je crois qu'elle donnait. Donc, Oui. oui, donc Oui, à tu son vois, chat, oui. il y avait un Oui, truc, oui, il y avait oui. anguille sous roche. Oui, c'est vrai. C'était pas Non, mais ce qui est son... intéressant, c'est que dans ce que tu dis là, c'est qu'il y a, et c'est rare, ça arrive, mais rare de voir, on reçoit ce terme à dessein, qui allait avec obscénité. Généralement, il y a beaucoup de pudeur, et ça Oui. se fait de manière extrêmement... Très Oui, naturel, voilà, oui. Naturel, mais pas ostentatoire. Voilà, C'est voilà. ça. Voilà. euh, Alors, par contre, j'ai vu déjà ça peut arriver des femmes qui n'ont pas tout à fait conscience de cette dimension et qui nécessairement cachent leur sein en même temps. J'ai une mère comme ça Oui. qui ne pouvait pas allaiter devant des tiers sans mettre une serviette sur ce qui est assez dramatique pour l'enfant parce que du coup il voit plus ce qui se passe. Hein. Il a une serviette sur la tête. Mais parce que on sentait chez cette personne la difficulté à se décoller du sexuel. C'est qu'il y a néanmoins, il y a quand même quelque chose de sexuel inadmissible dans la menstruation. Tu vois je pense que c'était dommage pour le petit. Parce que chaque fois, être nourri, ça veut dire être complètement caché, le monde disparaît, il n'y a plus que le sein de maman, c'est étonnant. À la limite, c'était plus obscène, tu vois, il y avait plus d'obscénité dans cette pratique-là. Et quel message elle envoie à son enfant? Ah ben bien sûr, voilà, oui, bien sûr, elle envoie, oui, absolument. Au nom de la pudeur, une pudeur très très mal placée. Bon. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier non plus, et c'est ça ce qui alimente le discours américain habituel, c'est que, mais à côté de ça, il y a des hommes qui vont en profiter pour y retrouver du sexuel, et puis
aller mater les seins d'une femme qui, voilà, bien sûr, dans les deux sens. Hein. Alors, en même temps, pour répondre à ce que tu dis, il y a la contrepartie de cela, c'est que il importe que la mère réalise que cette partie de son équation doit se réduire comme une peau de chagrin tous les jours. Et c'est ça qui est le plus difficile pour une mère. C'est d'accepter de retirer la totote, d'accepter d'enlever les couches, d'accepter de lui nettoyer le derrière quand il a été aux toilettes. Alors que justement, il faut impérativement qu'il y ait du renoncement pour arriver finalement à dire bah, écoute, hein, tu démerdes-toi tout seul. Hein, Elle a là dire, hein. à lâcher quelque chose. Voilà, au fil du développement. de renoncer sans arrêt à cette dimension orchestration pour être intégralement non, parce qu'après il y a les rencontres, etc. Mais au moins pour basculer, même avec son enfant, sur cela, sur cette. Et c'est là que le social et peut-être et souvent le père peut aider quand même la mère. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. À venir couper un peu dans Bien ce. sûr. Ou pour rappeler, ou même pour un père ou une mère, rappeler à son. Tiens, je me souviens qu'une amie un jour me disait, me parlait de sa fille, et la maman avait posé la main comme ça sur les cuisses, et la gamine dit « Oh oui, maman, continue, c'est trop bon !» Du coup, elle a retiré la main. Alors justement, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de justement dans la rencontre sexuelle ou dans les moments de non-rencontre sexuelle, justement de faire la part de ce qui fait partie de ce jeu-là, qui va être le jeu, on va dire, de la rencontre sexuelle, où justement on va faire la bête à deux dos, hein, c'est-à-dire faire de l'un avec le deux, hein, et les moments sociaux du couple, où justement il y a de la séparation. Toxicomane va essayer de poursuivre cette dialectique-là à coup d'injection, par exemple. Parce que là, comme on est dans le S-barré, on est forcément dans le sujet, hein, et comme tel, on est dans quelque chose qui doit impérativement être évanescent. Et justement, ce qu'on disait là, de continuer à mettre des couches, etc., c'est une façon de nier l'évanescence de cette position-là. Elle doit se diluer au fil des mois et des années, quoi. Moi, je voudrais bien poser une question sur le non-rapport, sur les 10 nœuds du fantasme. Ah oui. Tu disais que rapport, ça avait plusieurs sens. Et je me demande si, à propos des nœuds, il utilise un autre sens, tu vois, que celui qui a entré à partir des intervalles fermés ou ouverts. Hein. Vas-y. D'accord. C'est la fameuse inversion du nœud de Whitehead que tu as inversé, Alors, que tu as retourné.
si le rond noir, donc il dit ça c'est le nœud de Whitehead présentifie le fantasme, c'est-à-dire le rapport Voilà. de S barré à petit a. Et qu'en fait c'est réversible. Complètement. Celui qui est, je sais pas si on peut dire comme ça, celui qui est petit a pour le S barré, Eh bien, c'est-à-dire, ce qui est lui en sujet, tant que S barré, c'est l'autre Voilà. S barré qui va voilà, être ce son qui est petit sujet, a. ce qui est sujet pour l'un est objet pour l'autre, et ce qui est objet pour l'un est sujet pour l'autre. Voilà. Donc, on peut complètement passer de l'un à l'autre. Hein. Donc, Ça a comme été il prouvé dit, par un il y a une nommé rencontre, Chabot. Hein. Il y a une rencontre. il dit, les deux sont équivalents. Donc, il n'y a pas de rapport. Et là, je ne sais pas comment, pour expliquer le mot, il n'y a pas de rapport à ce moment-là, du fait qu'ils sont équivalents, ces deux nœuds. J'ai l'impression que c'est sous un autre sens. Oui, je celui pense que t'as- c'est. t'as Oui, ça tenté peut. de Oui, développer. oui. Il n'y a pas de rapport parce qu'ils sont équivalents. Ça vient pas un peu contredire ce par quoi tu as commencé, justement, où Que il n'y a pas de rapport parce qu'il n'y a pas de segment identique. Parce qu'il n'y a pas équivalence. C'est- ouais. oui, mais. Oui. Là, c'est peut-être une autre dimension. Hein, c'est comment faire l'équivalence entre le sujet et l'objet. C'est un peu ce qu'on a ici. Hein. C'est un peu ce qu'on a ici, puisque là, il y a une inversion une inversion. Celui qui est homme, enfin, le S barré, il est considéré du côté homme, et le A, il est considéré du côté femelle. Je ne sais pas te dire plus. Je ne sais pas te dire. Je sais pas si Je me demande là, dans son commentaire, à ce moment-là, quand il dit c'est équivalent, est-ce que c'est pas une façon de dire il n'y a pas de différence. Au niveau du fantasme, est-ce que c'est à entendre, il n'y a pas de différence entre position masculine et position féminine? Je ne sais pas comment comprendre ce passage-là. Non, enfin moi je ne l'entends pas tout à fait comme ça. J'entends comme que chacun est le sujet et l'objet de l'autre. C'est que c'est une inversion, mais on nomme homme celui qui est du côté du sujet. Et on nomme femme celui qui est du côté de l'objet, mais que ça s'inverse. Comme il disait, l'amour est toujours réciproque. C'est la même chose qu'il dit. Est-ce que quand tu dis il y a équivalence et il n'y a pas rapport, oui, ça ne voudrait pas dire qu'il y a une équivalence des termes, mais pas de rapport, au sens où c'est pas. Alors, vas-y, continue. Si, dis. Non, où ça ne se dit pas de la même manière selon d'un côté ou de l'autre. En ce sens, il n'y a pas de rapport, mais il y a équivalence des termes, au sens où les termes à chaque fois sont présents. Oui. Je n'ai pas compris le début de ta phrase. Non, je vais essayer de chercher, Oui, oui. parce que là tu dis, donc c'est le nœud de Whitehead, et tu dis qu'il y a équivalence, mais il n'y a pas rapport. Oui. Et je me demandais s'il n'y a pas équivalence en termes, à savoir que les termes sont présents du côté, le nœud côté gauche ou côté droite. Oui. Les mêmes termes sont présents, mais il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, dans un cas,
le S barré est occupé côté homme, on va dire, Ouais. et donc l'objet petit a côté femme, et dans l'autre cas, Ouais. c'est la femme côté Voilà. S barré et l'homme côté Voilà. petit a. Ouais, 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 Voilà. ouais. Oui, oui, Ouais. oui. Je vois tout comme ça, oui. Ouais. Puisque c'est après ça qui va décider les nœuds du rapport sexuel, hein, où justement ça ne sera pas la même chose du côté homme ou du côté femme. Voilà. Alors, comme ça, dans ma tête, par rapport à ce qu'énonce Freud, si je fais un truc comme ça, père, mère, homme, femme, il dit que le sujet bascule entre identification et amour d'objet. Donc, l'homme va basculer entre identification au père et choix d'amour d'objet maternel. Alors que côté femme, une identification, ça va être par rapport à la mère et son choix d'objet par rapport au père. Ouais. Et il n'y a pas de rapport direct. Ça passe toujours par une substitution, hein, près de père, de mère, etc. Il n'y a pas, comme si ce n'était pas possible en direct. Que forcément, au niveau inconscient, il y a passage par les pôles parentaux, hein, dans des termes différents. Selon Mais là, il me semble qu'on est déjà dans les identifications secondaires. Parce Oui. que Oui. bon, parce que la fille soit intéressée par le père est déjà un substitut de la mère. Les premières identifications et ce dont on parlait avant, ce mode. Oui, parce que là, oui, parce on a parlé de la mère, mais on n'a pas parlé de l'enfant. Parce que qu'est-ce qui le forme, l'enfant? Qu'est-ce qui le forme et qui lui permet de grandir, d'être aimé, etc. C'est précisément ceci. S'il n'y a pas ça, c'est un enfant sauvage, hein, où il va être horriblement, il va être psychotique. Hein. C'est que il apprend la vie. Il apprend la vie d'une part grâce. Alors, je vais le dire comme ça. Il apprend la vie de deux façons. Il l'apprend, je dirais, le plus primordialement par le fait que la mère va lui enseigner, ben non, mon pauvre garçon, il y a du S de grand tabaret, il y a du manque dans l'autre. Hein. Ta conception du réel, elle était fautive, il y a du moins un. Première chose. Deuxième chose, tous ces modes de jouissance de la mère qui sont hors castration, eh bien, ça va faire jouir le bébé, hein, et c'est ça qui lui permet de grandir. Donc il va aussi apprendre ce que c'est que la jouissance hors castration. Et c'est ça qu'il pourra réutiliser, comme tout humain, et ça porte aussi bien pour un garçon que pour une fille, bien sûr. Il va pouvoir le réutiliser dans ses rencontres sexuelles. On sait bien qu'un enfant qui n'a pas été nourri à la générosité maternelle
va avoir des difficultés au niveau de ses rencontres amoureuses, sexuelles plus ultérieures. Hein. Il va, chacun en profite de cette affaire de orchestration. C'est ce qu'on va peut-être rechercher dans la boisson, dans l'héroïne, dans les différentes sublimations diverses et variées. C'est aussi quelque chose qui va être, qui va renvoyer à cette époque heureuse où il y avait énormément de sensualité sans sexualité. Voilà, moi j'ai d'autres choses à dire. C'est peut-être une connerie, mais enfin, est-ce qu'on peut utiliser ce tableau pour présentifier quelque chose de la relation analytique ou du trajet d'une analyse? Oh bah, moi je crois largement, oui, parce que s'il y en a un qui doit être... l'analysant et l'analyste vont être contraints dans cette relation-là, puisque l'analyste, bien entendu, il va être en position féminine, hein, et il va se laisser être l'objet l'objet du fantasme de l'analysant. C'est que comme ça que ça marche. Et c'est bien depuis sa place féminine qu'il interprète ou qu'il dit des choses à l'analysant depuis une position non dupe du S de grand tabaret. Je te réponds, je te dis, je t'interprète quelque chose depuis une position où je sais qu'il y a du manque dans l'autre. D'ailleurs, tu n'as pas entendu que ce que tu venais de dire pouvait s'entendre de deux façons complètement différentes, par exemple. Ah, bah tu vois, il y a du manque dans l'autre, puisque tu l'as entendu comme ça, et la même phrase, elle veut dire en même temps autre chose. C'est bien, il le dit, je crois, assez longtemps, hein, que justement la position de l'analyste est une position éminemment féminine. Oui, en fait. oui. Mais est-ce que finalement, la fin d'analyse, pour l'analysant, c'est pas aussi accepter une position féminine? Pour l'analysant, enfin, s'il finit son analyse, c'est accepter une position ça dépend. féminine, féminisée, je ne sais pas comment dire. Ça dépend. Si tu parles professionnellement, si c'est dans la passe pour devenir psychanalyste, ou pour ou avoir fonction de psychanalyste ou non. Si c'est dans le cadre de pouvoir être en position d'être le psychanalyste de personnes, d'analysants, bien sûr, il vaut mieux qu'il ait compris qu'il faut se tenir dans cette position-là, sinon il va être le maître, ça va être une position de maître. Oui, mais même l'analysant en fin d'analyse, qui ne veut pas devenir analyste, mais s'il a, j'étais jusqu'au bout de son analyse, il ne va pas rester en position de maître dans sa vie. Oui. Hein, donc il va être plutôt dans une position... Non, ça dépend des moments, justement. Ouais. Ce qu'il aura appris, c'est que, suivant ces instants de sujet, il va osciller entre ça et ça. D'accord. Juste, ce qui est... Il ne sera pas seulement en position masculine. Voilà, et pas seulement en position féminine, pas seulement en position masculine, qui va, comme ça, pouvoir, au gré de l'évanescence de sa position de sujet, de la pulsation de sa position de sujet, il peut y avoir une oscillation mâle-femelle, on va dire.
peut-être que ça a à voir avec le fait d'accepter, je ne sais pas si c'est le bon terme, Oui. mais d'accepter de ne pas tout maîtriser. Voilà, c'est Une formule ça, comme ça. d'accepter de verser sur le versant féminin. Et alors, pour revenir à celui qui qui décide d'être analyste, faire fonction d'analyste Oui, quand oui, quand faire il y a des gens fonction, qui lui ouais. disent, eh bien, il peut aussi osciller entre une position d'être dans la position du grand autre ou du petit autre. Mm. Lorsqu'il est en position d'analyste, il va être en position féminine de grand autre, mais il peut dire tiens, au fait, hier je suis allé au cinéma, j'ai vu tel film, est-ce que vous l'avez vu tu vois, donc là il va plus basculer en tant que petit autre. Hein. Et s'il aura appris quelque chose, c'est savoir si quand il est avec un analysant, est-ce qu'il est en petit A ou en grand A. Ah oui, simplement un petit détail, et puis on aura fini, c'est que si on essaye de comparer ça et ça, on s'aperçoit qu'il n'y a que ça qui apparaît. Les deux autres, ils ne sont pas. Hein. Il existe S tel que P. Oui, il n'y a pas. Enfin, il est implicite là-dedans, parce qu'il y a de l'existence. Oui, d'accord. Il est implicite, parce qu'il y en a. En tant que sujet, eh bien, j'assume que je suis sujet de la castration. Ouais. Pour ce qui est de celui-là, si, celui-là on l'a, mais c'est celui-là que. Non, alors voilà, celui-ci, il n'y est pas, je le vois pas. De dire que c'est une position, de toute puissance en fait. C'est de dire que tout X est non sujet de la castration. C'est une position qui est intenable. Hein? Oui. On va retrouver les trois autres. Celui-ci entend du fait que il y a quand même un sujet qui occupe cette place. Celle-ci, c'est la même que celle qui est là. Celle-là, c'est la même que l'autre. Je ne sais plus laquelle, on l'avait dit tout à l'heure, hein, je ne comprends pas. Il existe S tel que. Il existe S, oui, tel que noté, voilà, c'est ça.